d'être venus, si nombreuses et si nombreux, écouter Zahra, qui sera donc en dialogue avec moi. Donc, je ne sais pas, on est un peu en improvisation, mais je pense que c'est comme ça que ça va bien se passer. Zahra est arrivée et ça y est, elle n'est plus jet-laguée. Vous avez de la chance depuis New York, enfin depuis là où elle enseigne, à Rutgers University. Et elle va nous présenter son livre, enfin l'un de ses livres, puisque ce n'est pas l'unique livre qu'elle a écrit, mais celui-ci est issu de son travail de recherche de thèse sur les femmes et le genre en Irak. Ça, c'est le titre, mais en vrai, à l'intérieur, il se passe plein d'autres choses. En tout cas, c'est une approche par le genre et par l'histoire des femmes de ce que moi j'appellerais une histoire contemporaine de l'Irak, bizarrement. Alors, elle est sociologue, mais quand même, il y a beaucoup d'histoires dedans. On s'est quand même mis d'accord sur le fait que Zahra allait d'abord parler, nous raconter un petit peu ce qu'elle a voulu dire avec ce livre, et puis présenter un petit peu son travail. Et puis ensuite, on commencera une petite discussion toutes les deux. Voilà. Ah ouais. Là, vous m'entendez. Ouais. Merci beaucoup, Leïla. Ça fait tellement plaisir d'être ici. Merci au Carême de m'avoir invitée. Ouais, j'ai dormi cette nuit, donc ça y est, je suis beaucoup moins jet-laguée, je suis réveillée, donc ça fait vraiment plaisir de voir des anciens amis, des nouveaux amis, aussi des nouveaux visages. Et ça me fait aussi super plaisir de discuter avec Leïla. On a tellement en commun, même si on parle de contextes différents, mais on a tellement en commun parce qu'on travaille sur les mouvements féministes, les mouvements sociaux, les mouvements de révolte, les soulèvements aussi dans notre région. Donc, j'espère aussi que dans nos discussions, on va pouvoir aussi réfléchir au-delà juste de nos contextes. Mais ouais. Alors, je vais commencer par dire que ce livre, oui, c'est le produit de plus de 10 ans maintenant d'engagement, de réflexion, en Irak en particulier, auprès des féministes, au sein des mouvements sociaux, au sein des mouvements aussi des mouvements de jeunes, de ce qui est communément appelé de manière un peu problématique la société civile, si on veut. Mais que ce travail, il avait quand même commencé au début en France, parce que j'ai fait quand même une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales, mais travaillant aux États-Unis, et j'avais choisi d'ailleurs pendant la thèse de l'écrire en anglais, cette recherche. Donc, cette recherche, elle est aussi le fruit d'un travail dans 3 langues, quelque part, donc aussi dans 3 univers de pensée, 3 univers théoriques assez différents. Et j'ai décidé de ne pas le traduire moi-même de l'anglais. J'ai fait aussi la même chose pour l'arabe. Il a été traduit en arabe par une traductrice irakienne, mais de le traduire aussi un peu tel quel, sans le modifier, en langue française, parce que je pense que si j'avais commencé un travail d'écriture en langue française, ça aurait été un travail de réécriture, où je dirais que la censure du monde académique francophone sur les questions postcoloniales, les questions de genre, décoloniales, etc., aurait été certainement une limite, donc j'ai voulu le laisser tel quel. Alors, évidemment, comme tout livre, le temps qu'il faut pour publier un livre, qu'il soit écrit, corrigé, etc., on a aussi le temps d'évoluer, donc il y a des choses peut-être que je peux aussi updater un petit peu aujourd'hui, parce que ça fait maintenant quand même un certain temps que j'étudie vraiment les mouvements de révolte. J'étais d'ailleurs à Bagdad quand les premières manifestations en 2011 avaient commencé, donc je travaille, et je vais parler du livre, et je vais aussi essayer de conclure en parlant de ce qui se passe un petit peu plus récemment, du rôle des femmes, et aussi plus généralement de ce qui se passe en termes du soulèvement et des mobilisations, on va dire, de différents mouvements sociaux en Irak. Alors, je dis souvent que, effectivement, c'est un livre féministe sur l'Irak et un livre sur les féminismes en Irak. Et alors, je dis c'est un livre féministe sur l'Irak parce qu'effectivement, c'est un petit peu l'histoire de l'Irak d'un point de vue féministe depuis la formation de l'État contemporain dans les années 20. Et, j'aborde cette histoire à travers une approche alors, il faut donner des termes, mais les choses sont toujours beaucoup plus complexes. Mais pour donner des termes, pour identifier un petit peu un cadre théorique, j'irais à travers une approche féministe transnationale qui fait aussi une critique du postcolonial et qui se dit un petit peu aussi décolonial. Et le transnational, je pense que c'est un terme important. C'est un terme important dans ma pensée, dans ma recherche,
parce que c'est justement pas parler de féminisme international, une notion avec laquelle j'ai beaucoup de mal, parce que cette notion de global feminism, elle repose beaucoup sur cette idée qu'il y a une catégorie de femmes, que la catégorie de femmes est une catégorie universelle et homogène, et alors que le transnational, quelque part, le trans, je veux dire, en lui-même, nous permet de transcender justement cette catégorie, de transcender les questions des nationalismes, les questions de nation aussi, les questions de sexualité. Donc, le trans, il est vraiment important là. Aussi avec cette idée que voilà, le global feminism, c'était beaucoup, on a un agenda pour toutes les femmes, qui est un agenda en réalité extrêmement local, extrêmement néolibéral, alors que le trans, on va dire le trans dans le transnational, ça voudrait dire plutôt dépasser ce genre de positionnement et montrer qu'il y a une multiplicité, qu'il faut contextualiser aussi les vies des femmes, et c'est ce que j'essaie de faire d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue, je dirais, ethnographique. Et c'est aussi le trans, encore une fois, c'est aller au-delà des dichotomies. Au-delà des dichotomies, donc locales, globales, c'est-à-dire je montre que ce qui est très souvent considéré, notamment dans ce qu'on entend par agenda féministe ou droit des femmes comme étant, il y aurait quelque chose de local et puis il y aurait quelque chose de global. En réalité, le global, c'est souvent les agendas de femmes de classe aisée, des agendas très néolibéraux qui parlent de droit d'un point de vue très juridique, et que ce qu'on considère souvent comme local ou comme culturel ou comme c'est en réalité le résultat de dynamiques qui sont extrêmement transnationales et globales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Vraiment, ma recherche, elle se situe dans cette perspective qui cherche à placer les luttes des femmes et l'analyse de leurs expériences dans les systèmes de pouvoir qui structurent le monde contemporain. Et ces systèmes de pouvoir, ils sont vraiment marqués, définis par le capitalisme colonial, racial et donc qui a des dimensions patriarcales. Et donc, ce qui est aussi très important pour moi, c'est aussi de briser cette dichotomie de ici et là-bas. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que voilà, il y a un ici, il y a les féministes ici et il y a les féministes là-bas. Et il y aurait une dimension essentiellement différente entre ce qui se fait dans les deux espaces. Or, placer les luttes des femmes dans un système beaucoup plus global, c'est plutôt montrer qu'en fait, il y a un monde qui est un tout-monde et que dans ce monde, il y a des gens qui sont, notamment dans le Nord global, qui sont du côté des privilégiés, c'est-à-dire qui bénéficient de ce système de pouvoir, et d'autres qui sont à la marge et qui payent le prix, qui sont victimes de ces systèmes de pouvoir. Alors, ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que quand on parle des femmes ou des féministes en Irak, on ne parle pas de quelque chose de très loin qui n'a rien à voir avec le combat des femmes et des féministes, par exemple, ici en France. On parle de femmes qui se situent différemment dans des systèmes de pouvoir. Et c'est valable, je dirais, dans un même territoire, on va dire national, il y a aussi des femmes qui se situent différemment dans les systèmes de pouvoir. Donc ça, pour moi, cette perspective, elle est extrêmement, extrêmement centrale. Aussi, une autre dichotomie que vraiment j'essaie de démonter, qui est tellement, tellement centrale dans les études, notamment postcoloniales, enfin féministes postcoloniales, mais les études aussi sur cette région, qui est toujours sur la région du Moyen-Orient, sur l'Irak, qui est toujours vue à travers le prisme de la culture. Alors évidemment, comme Laila Abu-Nourot l'a fait, j'écris contre la culture. Je considère que cette notion de culture, elle est homogénéisante, qu'elle veut rien dire, que d'ailleurs, quand on parle de culture, en général, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on dit la culture musulmane, qu'est-ce que c'est quand on dit la culture irakienne, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je demande à définir, notamment à travers, en partant de, je le dirai dans une minute, de cette question de la matérialité, de qu'est-ce que ça veut dire matériellement, socialement, réellement. Et dans justement toute cette littérature, il y a toujours ce truc de, voilà, il y a cet espace qui est religieux et puis il y a cet espace qui est laïque. Et ce que je montre vraiment à travers aussi une observation vraiment participante du temps que j'ai passé à Bagdad. Alors, j'ai passé du temps à Bagdad, j'ai passé du temps au Kurdistan irakien, à Erbil et Slemaniye. Et puis, donc ça, c'était vraiment le début de ma recherche quand j'habitais à Bagdad. Pour les détails, dans la maison de ma grand-mère, dans un espace très, très féminin, d'ailleurs, dans un quartier qui s'appelle El Kardmiye, qui est un très, très beau quartier où ma mère a grandi et où une grande partie de ma famille réside. Mais j'ai aussi fait du terrain
à Nejef, à Koufa, à Karbala, à Nasriya, Belbasra. Donc, pendant toutes ces périodes de terrain, d'observation participante, où j'ai aussi été avec les féministes et un certain nombre de mouvements sociaux, je dirais, pour mettre sous un terme un peu général, j'ai vraiment voulu montrer que parler, par exemple, de laïque ou de religieux, ça n'a pas vraiment de sens. Je le montre par exemple dans un chapitre où je parle des luttes autour du code du statut personnel, où on a beaucoup caricaturé ce qui se passait en termes de, on a les laïcs qui se mobilisent contre les religieux. Or, bon, en 2003, qui a ramené les partis extrêmement conservateurs et confessionnels islamistes au pouvoir? Ce sont les Américains. Donc, où est-ce qu'il et ces partis ont particulièrement, donc ces forces politiques, on va dire au-delà du terme parti qui est très limité, ont vraisemblablement politisé la notion de genre et la notion donc confessionnelle. Donc, ont vraiment joué de ce que, par exemple, une collègue à moi, Maya Megdashi, elle parle dans le contexte libanais de sectarianism. En anglais, c'est plus simple parce qu'on a sectarianism et on a sexe. Donc là, elle parle de sectarianism. Et quelque chose que je dis aussi dans le livre, c'est que voilà, le régime post-2003, c'était pas uniquement un régime donc sectarian ou confessionnel, c'était un régime profondément sextarian, c'est-à-dire que le confessionnalisme ou la politisation des questions confessionnelles, elle politise aussi les questions de genre, les questions de sexualité. C'est extrêmement, extrêmement central, c'est-à-dire une élite, des pouvoirs, un pouvoir politique qui recherche à redéfinir ce que devrait être donc la supposée nation irakienne et l'identité de cette supposée nation irakienne. Et là, les questions vraiment de genre et de sexualité, elles sont extrêmement centrales. Donc, je montre que vraiment, c'est ça qui est central dans un contexte de militarisation généralisée, plus que cette dichotomie, parce qu'en réalité, les forces politiques qui font la pression pour la confessionnalisation du code du statut personnel, qui est le cadre légal qui lie, qui, on va dire, euh, euh, les questions de mariage, de divorce, les questions d'héritage, etc., sont toutes rassemblées dans ce code du statut personnel. Et dès l'invasion, peut-être quelques mois après l'invasion, les forces politiques qui sont arrivées avec les Américains ont demandé à abolir ce code du statut personnel et à le remplacer par un code du statut personnel confessionnel. Et là, on voit que, je veux dire, la division, elle n'est pas du tout entre les laïcs et les religieux, que ce confessionnalisme, il est poussé par des forces qui seraient définies comme laïques, autant que par des forces qui seraient définies comme religieuses. Donc, ça, c'est un élément qui, pour moi, est important. Maintenant, au niveau un petit peu plus, je dirais, méthodologique aussi, j'essaie aussi de remettre en question la dichotomie entre le discursif et le matériel, parce que je dis beaucoup que les études postcoloniales ont beaucoup insisté sur la dimension du discursif. Il y a des raisons disciplinaires pour ça, mais vraiment cette idée que bon, si on veut faire une étude sur les femmes, on s'assoit avec les femmes et on leur parle et on analyse ce qu'elles disent. Et moi, ce que j'ai voulu faire justement à travers l'ethnographie, l'observation participante, à travers vraiment faire une ethnographie urbaine aussi, voir comment les gens, les corps aussi se déplacent, parler beaucoup de matérialité, parler beaucoup d'espace aussi, de spatialité. Et en fait, quand on regarde les choses sous cet angle, on voit les choses, on voit vraiment, on sort justement des catégories abstraites, c'est-à-dire que on n'est pas en train de parler, par exemple, de grosses notions de sciences politiques, par exemple, voilà, la démocratisation, en anglais, militiaization. En fait, on regarde comment ça se vit dans la vie quotidienne des gens. Je dirais même la notion des droits des femmes aussi, qui est aussi une notion abstraite quelque part, et qui est beaucoup utilisée par le côté NGO, donc ONG, pardon, c'est-à-dire un peu ce côté vraiment, ce discours libéral que voilà, si on change les droits, tout va changer. Si on travaille sur l'aspect juridique, justement l'aspect discursif, si on change les discours. Or, ma démarche, c'est vraiment de déconstruire ça et de parler en insistant sur la vie quotidienne, sur comment on vit tous les jours à Bagdad quand on est une militante féministe, comment on vit tous les jours Ben Najef, comment on vit tous les jours à Erbil, à Slimaniye, comment on vit aussi, c'est-à-dire briser aussi cette dichotomie public-privé, c'est-à-dire quand on vit dans les maisons, comment on vit en dehors des maisons. Alors, je donne souvent cet exemple. Alors, ah oui, si on pouvait montrer les images, peut-être ça serait pas mal. Ça aide un petit peu à visualiser.
Donc, comment on vit, par exemple, à Bagdad, qui est une capitale qui est divisée par voilà, les checkpoints, les concrete T-walls, comme on dit en anglais, ou alors ce qu'on appelle en Irak les Bremer, au nom de Paul Bremer, celui qui était à la tête de l'autorité de la coalition qui a envahi l'Irak en 2003. Comment on vit quand on a des quartiers qui sont divisés ethno-confessionnellement dans une ville qui est vraiment fragmentée par la présence physique de ces murs, en fait. Comment, quand on organise une manifestation, par exemple, à Sahat el-Firdaus, au cœur de Bagdad, selon qu'on vienne d'El Kazmiya ou selon qu'on vienne d'El Mansour ou d'El Karradeh, on doit passer par différents checkpoints. Comment on vit dans un espace qui est extrêmement militarisé, où on a des hommes armés à tous les coins de rue. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Alors maintenant, quand on pense à ça et quand on veut discuter de la question des droits des femmes, comment on vit dans un espace où, alors ça a commencé évidemment bien avant l'invasion, mais où les institutions, on va dire, tous les services publics, les institutions étatiques se sont effondrées. Comment on vit quand tout est privatisé depuis 2003, l'accès à l'eau, l'électricité, l'école, alors dans un pays qui pourtant était extrêmement, qui avait le système éducatif le plus performant de la région, le système de santé public, gratuit, universel, un des meilleurs de la région, l'éducation des femmes, même au plus haut niveau universitaire, le plus avancé de la région. Comment on vit quand tous ces services sur lesquels les femmes reposent profondément et toute la société quand tout ça s'est effondré? Comment on parle de droits des femmes dans un contexte dans un contexte vraiment de destruction structurelle et infrastructurelle et d'hyper-militarisation? Donc c'est ça que je dis dans le livre pour sortir justement de ces catégories abstraites et montrer comment les choses se vivent concrètement. Alors, donc là, je vous ai parlé un petit peu de l'approche, c'est-à-dire c'est un livre féministe sur l'Irak et sur donc l'autre aspect qui est un livre sur les féministes en Irak. Alors j'ai commencé, c'est cette idée de Her Story en anglais, ça sonne mieux, Her Story of Iraq. Et j'ai commencé donc, j'ai effectué tellement d'entretiens, j'ai vraiment une archive extrêmement riche de femmes, de plus de centaines de femmes de toutes générations, de toutes tendances confondues, que j'ai interrogées, beaucoup d'entre elles que j'ai suivies. D'ailleurs, maintenant, ça fait plus de 10 ans depuis l'époque où j'avais commencé à les rencontrer, avec lesquelles d'ailleurs aujourd'hui j'organise beaucoup de choses. Des femmes de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de, je crois que celle qui était la plus âgée, elle avait 75 ans, donc elle était jeune à l'époque de la Révolution, elle a participé aux premières organisations féministes dans les années 50, et je commençais toujours, donc chaque entretien, donc qui durait vraiment des heures, des jours où je rencontrais aussi les personnes plusieurs fois dans leur espace chez elles ou dans un lieu de manifestation. Je commençais toujours par cette question. Question très simple. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir une militante femme? Alors, Nesouye, ce qui est intéressant justement, c'est que quand je dis Nesouye, je peux vouloir dire féministe, mais je peux aussi vouloir dire juste femme. Et donc, ça me permettait aussi vraiment d'écouter différentes histoires de différentes générations. Et j'ai écouté, donc toutes ces femmes avaient une forme de militantisme. Alors, il y avait des femmes que ce soit de gauche, que ce soit aussi des femmes, des islamistes très conservatrices ou des personnes qui sont dans différents partis politiques ou que ce soit des militantes de terrain dans des organisations multiples. Vraiment différents aussi profils. Et donc différentes histoires aussi. Et donc, j'ai pu vraiment, quelque part, réunir une archive depuis les années, on va dire, 60 jusqu'à l'époque plus récente. Donc, comment les femmes ont vécu les périodes de la guerre Iran-Irak, les périodes aussi de l'embargo, comment les femmes ont vécu les différentes guerres, comment les femmes ont vécu justement l'invasion et l'occupation. J'ai beaucoup recueilli euh, de témoignages. On a eu beaucoup de discussions justement sur la période évidemment post-2003 et à l'époque où je commençais mon terrain. Maintenant, les choses ont quand même pas mal changé, notamment à Bagdad, mais c'était vraiment la période de la guerre confessionnelle. C'était vraiment la période où on avait encore des explosions presque, je dirais pas, hebdomadaires. On avait encore une difficulté à circuler.
Et donc, cette question justement de la confessionnalisation du code du statut personnel, alors je reviens là-dessus parce que c'est très important. Alors j'ai vraiment documenté ça aussi dans le livre et j'ai toute une archive là-dessus. C'est très intéressant de réaliser que une des premières donc, réformes, on va dire majeures, qui a été demandée après l'invasion américaine, a été justement cette abolition ou cette confessionnalisation du code du statut personnel, donc touche vraiment la question des femmes, du genre, des sexualités, et que donc une des premières manifestations qui a été organisée après 2003, c'était une manifestation de femmes. Donc vraiment, ça montre aussi, et je le montre dans les détails dans le livre, comment aussi les femmes étaient, dès les débuts de l'invasion, mobilisées sur la question de leurs droits, mais aussi mobilisées vraiment sur des questions alors, de vie quotidienne, d'accès aux ressources, d'aide aux familles à accéder à l'électricité, d'aider des gens à retrouver des personnes disparues, etc. C'est-à-dire un activisme ou un engagement à différents niveaux de la vie, parce que les femmes se trouvent socialement, sociologiquement, à tous ces niveaux justement de la vie. Comme on dit en Irak très souvent, les femmes, elles portent la société sur leurs épaules pendant que les hommes meurent à la guerre. Et donc, même si je parle aussi et j'analyse dans le livre cette notion de ONGisation, c'est-à-dire que, et je pense que c'est quelque chose d'important, l'uniformisation, l'homogénéisation, la carriérisation d'une certaine forme d'activisme, je montre quand même que, à côté de ça, les femmes étaient vraiment à tous les niveaux de la vie engagées, mobilisées, et qu'elles se sont beaucoup plus organisées de manière beaucoup plus spontanée, et leur mobilisation s'est organisée très, très rapidement. Et elles ont été notamment au cœur des dynamiques de protestation. Alors, comme je le disais, j'étais là en 2011 quand les premières manifestations ont commencé à être organisées sur la place Tahrir à Bagdad. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, évidemment. Alors, si on pouvait faire avancer de... J'oublie quel PowerPoint maintenant. Voilà, ça c'est une manifestation, Shara al-Mutanabbi, dans le centre un peu historique de Bagdad, et certains slogans justement ont trait au code du statut personnel. Alors on peut avancer encore juste pour vous montrer un petit peu des images. Alors ça c'est Sahat el-Ferdaous et ça c'est Safira Jamil, qui est vraiment une militante historique, et c'était organisé pour le 8 mars. C'était par l'organisation la Ligue des femmes irakiennes. Alors, vous pouvez voir, alors, juste si tu peux revenir, ça a changé maintenant parce que cette Saha, maintenant, elle est devenue autre chose. Mais à l'époque où j'ai pris cette photo, il y a quelques années, vous voyez un petit peu derrière les hommes armés, parce que voilà, quand il y a des mobilisations, il y a une présence aussi militarisée. Derrière, c'est là où, justement, peut-être ceux qui se souviennent de ces images, c'était, je crois, c'était le 9 avril, où on a vu justement cette statue de Saddam être arrachée. C'est vraiment une mise en scène, évidemment, mais c'était intéressant que jusqu'à récemment, il n'y avait pas de... C'est resté vide. Alors, il y a eu une statue à un moment donné, la statue est partie, mais je pense que c'est très, très révélateur, justement, de ce qu'est le système politique post-2003. Et donc, alors, on peut peut-être avancer un petit peu. Oui, alors ça, c'est par rapport justement au code du statut personnel. Peut-être on avance un peu pour montrer quelques photos, histoire juste de donner un peu des images. Alors, on a, juste si tu veux, bon, elle est là aussi, elle est partout. C'est Hena Adwar, qui est une figure du Iraqi Women, Shabakat al-Nisa al-Iraqiyat, donc en français, je sais pas, le réseau des femmes irakiennes, ouais. Voilà, il y a plusieurs personnalités féministes, aussi intellectuelles, juristes, avocates, etc. On peut avancer un petit peu. Voilà, on peut encore avancer. Ça, c'est l'organisation, comment on dit en français, de la liberté des femmes irakiennes. Donc encore Sahat el-Tahrir. Voilà, on peut avancer encore. Ça, c'était justement en 2015, donc quand il y a eu un énorme mouvement dont le slogan était Besmeddin Bagon el-Harami, au nom de la religion. On a été dévalisé par des bandits pour définir justement, qui définissaient l'élite politique de l'époque. Et donc on a voilà des figures du mouvement des femmes en Irak qui ont rejoint donc les rangs des manifestants. Mais à cette époque-là, ce qui était quand même intéressant, c'est que il y a eu vraiment une évolution, et je dirais alors on peut justement avancer encore, voilà. C'est vraiment les dynamiques qui se passent particulièrement dans le sud de l'Irak
qui sont montés quelque part à Bagdad. Parce que vraiment, finalement, Bagdad, malgré le fait qu'on n'a toujours pas plus de 7 heures d'électricité fournie par l'État par jour, même si les services sont extrêmement défaillants, etc., qu'il y a vraiment ces infrastructures qui sont manquantes, le sud de l'Irak est vraiment dans un état absolument je veux dire, encore pire. Donc, il y a une véritable migration de régions du sud vers Bagdad et justement toutes ces habitations qu'on appelle ashwayat autour de la capitale, mais que les dynamiques de protestation commencent toujours dans le sud de l'Irak et surtout dans la province d'El Basra. Ça, c'est une photo justement des manifestations de 2018. Et c'est vraiment Bel Basra. Alors, Basra, réalisons que c'est le lieu où 98% du pétrole irakien est extrait. Et c'est une ville où, à part un stadium dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler récemment avec les matchs, la Coupe du Khalid, et un centre commercial dont les infrastructures sont absolument absentes. Et c'est toujours Bel Basra qu'on a une manifestation qui commence pour différentes raisons. Ça peut être les syndicats, ça peut être des jeunes chômeurs, ça peut être pour plein de raisons. Et en général, c'est l'été et ça est lié aux coupures d'électricité. Et c'est toujours Bel Basra qu'en général, un jeune homme se fait tuer par les services de sécurité irakiens et que, à partir de Basra, le mouvement de protestation s'étend dans tout le sud et ensuite va à Bagdad. Et c'est Bel Basra que les premiers slogans, beaucoup plus radicaux parce que vraiment les débuts des mobilisations, c'était toujours sur cette notion de ta'fiyya, donc de confessionnalisme. Et là, on est passé à autre chose après. Dans les années 2018, on est passé à Kella l'ahzab. Donc c'est non, on ne veut plus de partis politiques, on en a marre de cette élite politique, on n'a pas besoin de cette élite politique. Et alors, on peut avancer un peu pour... Voilà. Et donc, on arrive en octobre 2019. Alors, je sais que c'est aussi... Octobre 2019, c'est le mois où il y a eu dans le monde entier des soulèvements, que ce soit entre le Chili, l'Argentine, Haïti, le Liban. Et on a eu vraiment des soulèvements dans le monde entier. Donc, le slogan en Irak, c'était « Nrid Watan », qui, très simplement, c'est « on veut un pays ». On veut vivre dans un endroit qui fonctionne, on peut vivre une vie quotidienne, on peut avoir, on va dire, et l'autre slogan, c'est Nrid Naïch, on veut vivre une vie qui est digne d'être vécue. Et pour les jeunes, pour les femmes, Nrid Naïch, c'est aussi, je dirais, ça brouille les frontières aussi entre le politique décrit de manière très restreinte, comme par exemple les questions des élections, etc. Mais là, on a vraiment du sociétal où on veut vivre, on veut se mélanger, on veut se rencontrer. Et là, vraiment, on n'est plus dans cette question de ta'afiyya, on est dans des questions beaucoup plus, je dirais, essentielles. Le fait que justement Bagdad, de toute façon, est devenu très homogène, alors je fais la remarque en passant que depuis les violences de 2006-2007, la majorité de la population à Bagdad a été déplacée, que ce soit dans la capitale, dans différents quartiers justement, qui sont devenus, on va dire, homogènes de manière ethno-confessionnelle, ou en dehors du pays, ou en dehors de Bagdad, je veux dire, ou en dehors du pays. Donc, c'est plus la même ville. Et là, vraiment, les gens se sont rencontrés dans Sahat al-Tahrir, ont occupé. Ça demandait extrêmement de courage parce que, alors, si on peut avancer, je vais montrer aussi. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a appelé Sab al-Araq. Donc, on appelle Mat'am al-Turki parce qu'il y avait. Je parle beaucoup dans mes recherches récentes de cet immeuble qui est laissé à l'abandon en plein cœur de Bagdad. Parce que, donc, soi-disant, il y avait un restaurant turc dans les années 80, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et ça a été renommé par les manifestants Jebel Uhud, donc au nom de cette bataille prophétique. Et alors, pour vous dire, juste pour prendre, parce que cet immeuble, depuis cet immeuble, en fait, on voit. Alors, il y a une photo qui montre un petit peu. Je vous les montre. Ah oui, je vous parlerai de ça, tok-tok, voilà. Donc, on voit ça depuis l'immeuble. Et donc, depuis l'immeuble, on voit la green zone, la zone verte, qui est donc une zone établie par l'administration américaine pendant l'occupation, qui prend une partie de Bagdad, où l'autorité, on va dire, toutes les institutions, le Parlement, etc., les institutions de l'État irakien et l'élite politique irakienne résident dans cette green zone. Donc, on comprend aussi aujourd'hui que finalement, les divisions aujourd'hui en Irak, c'est pas uniquement, j'ai envie de dire, entre être donc d'une confession ou d'une autre, d'une classe ou d'une autre, mais c'est voilà, les habitants de la green zone
et le reste, en fait. Dans la Green Zone, il y a des centres commerciaux, il y a l'électricité, il y a des piscines, les rues sont nettoyées. Donc et donc les manifestants, en essayant justement de rentrer dans la Green Zone, ont aussi utilisé, par exemple, les T-walls, donc ces murs de béton, en barricade. Il y a toute une sociologie alors dans mes travaux actuels, je fais toute une sociologie et vraiment, je donne beaucoup d'importance à la matérialité, à la question du corps, à l'investissement justement de la corporalité, de ce que ça signifie pour des personnes d'être dans cet espace-là. Alors, je reviens à ce que je voulais dire par rapport à l'immeuble, c'est que cet immeuble-là était l'immeuble où les forces de sécurité irakiennes, alors c'est un terme très général pour parler de beaucoup de forces armées entre la police, entre différentes milices, entre des mercenaires, etc., tiraient sur les manifestants. Et que en octobre 2019, les manifestants, qui majoritairement sont issus du sud de l'Irak, sont issus de régions pauvres, de quartiers extrêmement pauvres de Bagdad, qui sont des gens qui sont des personnes qu'on voit, par exemple, vendre des choses dans la rue, sur des chariots dans la rue, ou les tuk-tuk drivers, qui étaient vraiment vus de manière extrêmement... ce qu'on appelle, on va dire, ceux qui sont considérés par, je dirais, la classe moyenne un peu plus établie comme les incivilisés, voilà, les pauvres, ceux qui ne sont pas intégrés à la vie urbaine bien rangée de la classe moyenne. Et le fait que ce soit ces individus-là qui ont été au cœur de Thawrat Tashrin, qui ont porté cette notion de madaniya, qui veut dire beaucoup de choses, qui veut dire cosmopolitanisme, qui veut dire vivre ensemble, qui veut dire se rencontrer aussi, je dirais, pour les hommes et les femmes de différents quartiers, pour les hommes et les femmes en général, qui veut dire aussi un espace qui n'est pas militarisé. Donc, ces personnes qui s'organisent, qui ont vécu pendant plusieurs mois dans ces espaces, ont vraiment développé, je dirais, ou négocier un nouveau contrat social, ont vraiment fait la promotion d'un espace public qui n'est pas militarisé, qui est moins patriarcal, et se sont improvisés à travers les différents théâtres, les cliniques, le cinéma. Vraiment, il y a tellement de choses à dire, mais se sont improvisés société miniature, autogérée, qui n'a pas besoin de l'élite politique et qui vraiment a montré qu'on n'a pas besoin de cette élite. On est très bien entre nous. Donc, je pense que je vais pas parler, je veux laisser la place à la discussion, mais là où je veux conclure un petit peu aussi pour nous pousser, alors je parle dans mes recherches en anglais on appelle ça le Military Oil Complex, donc le complexe militaro-pétrolier, dans lequel... enfin, où l'Irak est vraiment victime de ce système capitaliste global. Je pense que c'est extrêmement important de voir les choses comme ça. Et comme je le disais, dans cette histoire d'ici et de là-bas, de ne pas considérer que c'est très loin, parce que comme beaucoup de travaux, justement, le montrent aujourd'hui, les conditions, et comme on le sait, même, j'ai envie de dire, le sens commun, on sait très bien que les conditions de vie des classes moyennes dans le nord global, elles reposent sur l'exploitation des pays du Sud. Et que, comme le dit Timothy Mitchell dans Carbon Democracy, ce qu'on appelle les démocraties des pays du Nord reposent sur l'extractivisme du pétrole. On ne pourrait pas aller au travail, on ne pourrait pas utiliser des voitures. Et donc, ceux qui en payent le prix au niveau de la toxicité, au niveau de ce que c'est aussi, de ce que ça signifie en tant que d'occupation de terre dans la province d'El Basra, de pandémie de cancer aussi pour les gens qui habitent autour de ces endroits. C'est quelque chose de très concret en vérité. Donc, ce n'est pas très, très loin. C'est une violence qui est là et que les habitants, par exemple, de cette province, une violence infrastructurelle, structurelle, politique, vivent au quotidien. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose, et c'est un petit peu là où j'en suis dans ma réflexion un peu théorique, où il y a même peut-être aussi une nécessité. Alors, par exemple, il y a des travaux aujourd'hui qui font le lien entre le postcolonial et aussi une réflexion sur la question de l'anthropocène. C'est-à-dire, alors très, très, très simplement, je dirais la question climatique, mais ce que moi j'ai envie de dire sur ces questions-là, c'est que partir de l'Irak, en anglais je dis souvent taking Iraq as a framework, c'est prendre l'Irak comme un cadre d'analyse, c'est-à-dire que
Là, si on part de l'Irak, si on part de l'habitant d'El Basra, par exemple, qui manifeste pour vivre une vie digne, pour avoir accès à l'électricité, aussi quand on réalise que, par exemple, la ville de Basra, c'est le point le plus chaud au monde tous les ans au mois de juillet. Et qu'il n'y a presque pas d'électricité publique, il n'y a presque pas de service étatique d'électricité. On se rend compte aussi que placer la subjectivité ou les subjectivités, les expériences de ces personnes-là au cœur de notre réflexion sur cette question des enjeux climatiques et de l'anthropocène, c'est vraiment avoir un imaginaire, une imagination politique et théorique qui n'est pas celle de la classe moyenne bien rangée du Nord global qui a tendance à monopoliser, je dirais, la discussion sur la question du climat. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Bon, alors, tu as encore ouvert plein de nouvelles portes et c'est très bien comme ça. On peut la laisser derrière, peut-être qu'on en parle. Oui, non, mais c'est bon. En attendant l'image, voilà, les choses qui me sont venues en te lisant, sachant que je t'ai lu d'abord en anglais et puis, en effet, j'ai eu le livre aussi en français, donc je suis très contente. Et je trouve ça important aussi que ça circule dans les 3 langues, c'est très important. Et donc, comme je disais, je l'ai lu, alors c'est peut-être ma déformation personnelle, hein, comme un livre d'histoire, et je crois que c'est un livre d'histoire qui repose. Tu veux peut-être la commenter, cette photo? Bah, je sais pas, vas-y. Parlant de l'anthropocène et de la question, alors je voulais montrer justement l'ahwar, parce que c'est, on va dire, ce qu'on appelle aussi, géographiquement, quand on parle aussi de l'anthropocène, au-delà juste de... Si on va un petit peu au-delà d'une réflexion sur la modernité qui se limite à la modernité capitaliste, donc récente, très récente dans l'histoire humaine, et qu'on va justement dans ces régions du Sud, l'Ahwar, c'est aussi, on va dire, la Mésopotamie, le berceau des civilisations, où il y a même une population qui a préservé des modes de vie, des modes de culture, d'agriculture, de, de, de bien avant l'ère de la modernité capitaliste. Je pense que ça nous amène ailleurs aussi dans notre imagination politique, dans notre imagination théorique. Et je voulais aussi vraiment insister pour montrer cette photo parce que un des plus grands militants donc environnementalistes en Irak, Jassim El-Assadi, qui habite Bel Ahwar et qui est la personne qui milite qui a milité de ces 20 dernières années de manière quotidienne pour les habitants d'El Ahwar, pour la culture d'El Ahwar, a été kidnappé la semaine dernière et qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Jassim El-Assadi. Merci. Ouais, donc voilà. Je voulais revenir à cette... Là, tu viens de parler d'imagination politique. Je crois qu'il y a une dimension dans ce livre qui est très forte, c'est la manière dont tu articules plusieurs échelles d'analyse en permanence, en fait, sur chaque chapitre. Il y a à la fois un ancrage théorique, je dirais même bibliographique, très charpenté, où tu vas chercher dans une boîte à outils en critiquant les apports des uns et des autres. Il y a une analyse ethnographique d'observation, et puis il y a cette force de l'archive quand même comme tu disais, c'est pas discursif, mais quand même tu donnes la parole. Il y a beaucoup d'extraits d'entretien, on entend des voix, il y a des portraits. Et encore à un autre niveau, il y a toi. Alors je m'étais dit, là, tu n'es pas forcément revenu, mais une bonne partie de l'analyse ethnographique part de toi. Et quand tu parles de cette approche de l'espace, par exemple, elle est jamais mieux décrite que quand tu décris tes propres circulations à l'intérieur des différents espaces, sans avoir peur d'ailleurs d'en montrer les limites. Parce que quand tu ne chapitres sur le Kurdistan, je trouve ça très beau aussi la manière dont tu dis, mais voilà, en fait là, je peux pas aller plus loin parce que je parle pas assez bien la langue, parce que je suis moi-même en fait victime d'une certaine forme d'ostracisme voilà, qui me vise en tant qu'Irakienne non kurde, etc. Et je trouve ça, enfin voilà, on sait bien sûr que voilà, c'est des choses
dans une approche féministe sont forcément non seulement nécessaires, mais là, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire aussi pour ne pas... c'est-à-dire, c'est pas que tu te mets à la place de tes actrices, c'est que vraiment, il y a ton chemin, on te suit en fait, on te suit en fonction des espaces dans lesquels tu circules et des temps dans lesquels tu circules, avec ce dialogue qui est fait à chaque fois. Alors en fait, les chapitres sont construits globalement de manière chronologique, dirions-nous, avec un petit excursus au Kurdistan qui fait que là, on change très légèrement, mais de manière générale, c'est plutôt chronologique. Et avec cette espèce de construction qui fait qu'à partir des entretiens de la mémoire de ces femmes, tu vas aller reconstruire une forme de matérialité de leur vie. Et je me suis posé cette question-là. Enfin, je me suis dit, c'est intéressant d'essayer d'imaginer ce que ça change. Alors, aussi parce que j'ai lu d'autres histoires contemporaines de l'Irak. Mais c'est assez profond, en fait, ce que ça change d'avoir écrit cette histoire à partir de l'archive des femmes. Et c'est ce que tu l'as rappelé. En fait, ce que ça change, c'est que ça détermine une approche qui est saisie par des parcours de vie, je dirais, quotidiens. Y compris les récits de lutte qu'on pourrait situer à un niveau un peu en hauteur, hein, le code, les droits, les statuts personnels, etc. Ils sont racontés à partir d'expériences de vie très, très concrètes. Qu'est-ce que ça change à ma vie et qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça ne veut pas dire que des hommes n'auraient pas pu avoir ce genre de discours, mais en réalité, c'est la manière dont tu, d'abord, poses les questions, probablement, ou laisses ouverte une conversation, mais aussi la manière dont elles vont le raconter à partir, j'allais dire, d'une pragmatique politique. C'est-à-dire, si on revient sur tel droit ou sur tel acquis, en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et alors, tu réfléchis à ça, toi ensuite, c'est ça que j'aime aussi, c'est que tu remets en question tes propres présupposés ou alors des présupposés communs. Ça suscite des réflexions, par exemple, sur des mots, sur le mot conservatisme. C'est très beau la manière dont tu montres combien ce mot n'est pas connoté. Enfin, en tout cas, est connoté de plusieurs manières. Et donc, quand tu poses la question de savoir si telle ou telle personne se considère comme conservatrice, elle peut dire, elle peut s'en défendre, considérant que c'est un peu une insulte, ou en tout cas c'est connoté négativement, ou en être fière. Et que, en fait, c'est partagé. Et c'est très beau la manière dont ça peut aussi, voilà, on peut écouter l'archive et entendre des choses différentes. Et ça, c'est très. Et donc, en fait, on est dans des choses assez, enfin, souvent à la fois petites, c'est-à-dire au niveau d'une vie, euh, et énormes, parce que, alors, il y a massivement une présence de la violence et de toutes sortes de violences. Hein. Tu as fini par cette violence structurelle, mais il y a toutes les violences possibles. Et alors, je voulais enfin, j'ai plein de questions, mais j'ai surtout plein de conversations à entamer avec toi ou à poursuivre, parce que pour certaines, on les a commencées. Je me disais, il y a quelque chose dans l'histoire que tu racontes, il y a presque une histoire cycle, enfin, oui, il y a des cycles. En tout cas, il y a un cycle, tu l'as rappelé, autour de ce marqueur qui est l'alphabétisation. Euh, alors, tu as eu un peu tendance là à dire, bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la conquête des droits ou la conquête, mais enfin, quand même, on les garde, ces marqueurs en tête dans le livre, et ils sont rappelés aussi comme des indices, c'est-à-dire on avait la première femme ministre, la première, etc., des femmes, et les femmes elles-mêmes sont fières de ça. Et puis on a cette régression incroyable, enfin progressive et incroyable, mais qui s'explique aussi par la dégradation, enfin par évidemment la violence qui s'exerce sur le pays et par la dégradation progressive de toutes sortes d'accès. Et voilà, ça rejoint un peu la discussion sur en fait qu'est-ce qui reste à conquérir
En fait, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire aujourd'hui, les mouvements que tu suis, hein, surtout à la fin, il y a toute une sorte de... C'est comme si on était invité à une réunion des féministes irakiennes. Le dernier chapitre, c'est un peu ça. On est là et il y a tous les groupes. Et, euh, et il s'y passe des choses étonnantes. Aussi parce qu'il y a aussi une belle description de ce qu'on y voit, à quoi elles ressemblent, toutes ces femmes, quels âges elles ont, quel type de prise de parole elles sont, bon, etc. Bon, je passe là-dessus, mais on est quand même à un moment où on les entend être dans une dynamique de réconciliation, je dirais, ou quelque chose comme ça, en tout cas de s'écouter. Mais on se pose cette question-là. Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé la question. Pourquoi elles se battent aujourd'hui? Quel est le... Voilà, on a eu tout ça sur... Alors, j'aimerais bien qu'on essaie de réfléchir à ça ensemble, éventuellement, et que tu me donnes des explications. Parce que moi, par rapport à d'autres endroits que je connais, parce que je n'ai jamais mis le pied en Irak, donc je peux pas... J'ai lu des choses, mais je me rends compte qu'il y a à la fois une forme de, comment on pourrait dire, de travail féministe de fond dans les contestations. On reviendra peut-être un peu là-dessus à propos des soulèvements contemporains. Et puis pour poursuivre un peu la conversation qu'on a eu au Collège de France, en fait, il y a une contamination, j'allais dire, au sens positif, des combats féministes sur l'ensemble des combats sociaux. Mais d'un autre côté, il y a aussi une perte de vue. Enfin, on parle de moins en moins de la conquête des droits féministes. Et je trouve que c'est étonnant aussi, non, à regarder à partir de... Enfin, je veux dire, en te suivant dans le panorama, on se rend compte qu'à la fois, on comprend bien qu'aujourd'hui, peut-être, c'est pas forcément comme ça uniquement on voudrait définir le combat féministe, mais que malgré tout, tu racontes que il y a des droits qui se sont perdus, littéralement. Et que là, les droits, c'est pas que du discours, c'est aussi c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, les considérer comme justement un peu comme toutes les infrastructures qui ont été détruites dans une certaine mesure? Et donc là, on en est où là-dessus aujourd'hui et comment se fait ce combat-là? Est-ce qu'il y a encore la place pour ça? Est-ce que voilà. Ouais, merci beaucoup, Leïla. Oui, merci beaucoup. J'ai vraiment, ça me fait vraiment plaisir ta lecture. Ok. Non, oui. Alors, je pense vraiment. Alors, je pense que je viens là en disant justement, il faut déconstruire ça. Mais après, sur le terrain, on parle que de droit. Le huquq et le huquq, c'est vraiment très essentiel. Mais ce que je montre, c'est qu'en fait, la situation, elle est tellement critique, j'ai envie de dire, tellement. Alors, c'est quelque part aussi. Enfin, on va pas nier quand on a un espace qui est militarisé comme ça, quand on a des différentes formes de violence, des décennies presque de violence, on a aussi une société qui est très où il y a une forme très particulière aussi du patriarcat qui s'est développée. Et je pense que ce qui est triste quelque part, c'est de dire que non seulement, c'est que là, on est à un stade en Irak où les féministes, surtout celles d'une certaine génération, je parlerai des plus jeunes d'ailleurs après, justement pour faire le lien avec les soulèvements, mais je pense que si je parle de la Ligue des femmes irakiennes, du réseau des femmes irakiennes, etc., je pense que leur militantisme se concentre beaucoup sur les droits, justement, et sur les questions juridiques, etc., mais dans un sens qui est celui de préserver les droits qu'on avait, de retrouver les droits qu'on avait et qu'on va bientôt perdre, en fait, et que ce climat, justement, remet en question de manière quotidienne. C'est-à-dire que là, il y a des conversations on n'a même pas le temps d'avoir. C'est-à-dire qu'on est dans ce discours de Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyya, par exemple, le code du statut personnel irakien, oui, était, alors je te regarde évidemment, parce que je pense ouais, la concurrence tunisienne, qu'on disait, voilà, c'était à l'époque le code du statut personnel le plus progressiste de la région. On a des féministes, des militantes qui ont participé à l'écriture de ce code du statut personnel, que ce code, il est encore plus important quand on comprend qu'il réunit El Fiqh al-Sunni ou al-Shi'i, donc c'est un code qui s'applique à tous les musulmans. Donc l'insistance pour préserver par exemple, j'avais montré, il y avait une petite affiche, on peut laisser, hein, mais l'insistance pour préserver
préserver ce code. Ça prend tellement d'énergie juste de garder le code que d'avoir la conversation sur réformer le code ou même pourquoi on a un code, pourquoi les droits des femmes sont placés sous un registre de droits particuliers qui sont les droits personnels et non pas le droit général. On n'a même pas le temps d'avoir ces conversations. Et c'est ça que je voulais vraiment montrer, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un climat qui est tel que demander... Alors, il y a évidemment, par exemple, il y a ce qu'on appelle aussi, donc dans le code pénal, il y a des lois discriminantes, notamment qui ont été dans les années 80, 90. Alors, je montre aussi, quand on suit l'évolution des réformes du code du statut personnel, on suit aussi l'évolution vraiment du social, politique, économique, confessionnel dans le pays. Donc, le code du statut personnel, par exemple, je vais donner un exemple qui est très important, que peu de gens connaissent. Je le mentionne dans le livre, mais je pense que c'est tellement essentiel. Donc, quand ce code a été mis en place en 1959, donc par exemple, Nazihet Delaimi, que j'ai cité aussi au Collège de France, la première ministre femme arabe, gynécologue, militante, fondatrice de la Ligue des femmes irakiennes, donc, quand à l'époque, justement, il y a eu cette conversation sur la question de l'héritage. Est-ce qu'on peut avoir l'égalité dans l'héritage? Et il y a eu toute une négociation et il y a eu un mécanisme juridique qui plaçait les droits d'héritage. Donc, c'est les droits d'héritage en ce qui concerne certaines terres, notamment les terres agricoles, sous l'égide du code pénal. C'est-à-dire qu'il y avait dans un processus indirect la possibilité d'un héritage égalitaire. Et que cet article précisément, en 1963, au moment, donc ça a été appliqué que pendant cette année, donc 59 à 63, cet article précisément était le premier article qui a été donc abrogé par l'élite politique qui est arrivée en 1963, le coup d'État Baathiste qui a mis fin au gouvernement révolutionnaire, bon, révolutionnaire avec beaucoup de guillemets, mais quand même, de 1958. Donc c'est très intéressant. Donc comme en 2003, la première chose qu'on fait pour définir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle soi-disant nation irakienne, c'est de taper justement sur la question des droits des femmes. Pareil, en 1963, la première chose qu'on fait, c'est d'abroger cet article qui n'a jamais été donc remis en place. Mais en même temps, c'est un peu cette idée de il y a un précédent. Il y a un précédent et donc il y a possibilité de dire, et dans tous ces débats sur justement, c'est pour ça que je dis par exemple qu'il faut vraiment aller au-delà du laïque et du religieux, c'est-à-dire que d'un côté, je ne sais pas, quelqu'un qui va utiliser sur tout un tas de débats, qui va dire non, mais notre culture musulmane ne nous permet pas de donner l'égalité, l'autre va dire bah non, c'est notre culture irakienne qui ne nous permet pas, donc ça n'a pas de... Mais au contraire, donc les militantes jouent là-dessus en disant mais non, mais on l'a eu. On a eu ça en 1959. Il y a beaucoup cet usage. D'ailleurs, même la nouvelle génération, justement, révolutionnaire, utilise beaucoup les photos des années... alors, beaucoup quand on regarde dans les réseaux sociaux, les jeunes se partagent des photos de l'Irak des années 50, 60, où les femmes étaient en mini-jupe, où il y avait, où justement ils montrent des photos, par exemple, de campus universitaires très mixtes. Donc, ce passé, il est remobilisé par la jeunesse parce qu'il ne s'agit pas de dire on veut quelque chose de complètement différencié. Nous, on avait tout, mais tout ça, ça a été détruit. Et on veut, alors il y a aussi des aspects problématiques de ce discours, évidemment, mais c'est intéressant que c'est aussi comme ça que les choses se posent. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, y compris sur cette espèce d'âge d'or, tu montres bien aussi tout son caractère très problématique. Alors je pense que c'est une très belle contribution aussi à ce qu'on appelait le féminisme d'État, enfin une compréhension réelle de ce que c'est que le féminisme d'État, c'est-à-dire pas simplement enfin si tu dis ça, hein, le féminisme de façade, mais aussi son côté instrument, j'allais dire de torture, mais c'est presque ça, de on-off, quoi. C'est-à-dire on vous le donne, on vous donne plus, on vous donne, on vous donne plus. On lit et en fait la façon de vouloir se réapproprier ces droits-là, c'est aussi de dire en fait c'est à nous, c'est plus à vous. Hein, on entend bien voilà, ce discours derrière de femmes qui disent jusqu'à présent ce sont des hommes, alors avec des exceptions évidemment, parce qu'il y a des femmes qui participent à l'élaboration de ces droits, mais justement sur l'histoire des mini-jupes et de la manière, enfin de l'époque des mini-jupes, c'est hyper intéressant ce passage-là raconté
alors racontée par toi, mais aussi racontée par ces femmes qui, cette période aussi, on peint les jambes, là. C'est incroyable, cette période où il y a donc des hommes, des sortes de juges, de censeurs, qui viennent peindre dans les jambes des femmes qui ont des jupes un peu trop courtes. Alors, donc il y a des négociations possibles. Alors, il y a cette professeure qui dit, mais moi je suis professeur, j'ai quand même le droit d'avoir. Alors voilà, donc, il y a des passages cocasses même, mais où on voit bien que quand même, il ne s'agit pas simplement d'avoir des droits écrits, puisque a priori, on a le droit de mettre les choses qu'on veut, mais il y a aussi toute cette police qui vient de plus en plus s'incruster. Et moi, j'ai aussi découvert, je reconnais aussi tu montres aussi très bien comment, évidemment, les contextes, les différents contextes vont tout changer. La guerre Iran-Irak et la manière dont, immédiatement, là aussi, c'est les femmes qui vont être voilà, c'est aussi pour ça que si on écrit une histoire de l'Irak à partir des femmes, on voit des choses qui sont imperceptibles, mais qui sont immédiates, c'est-à-dire le retour sur le droit à l'avortement, une politique nataliste, évidemment, pour évidemment faire des hommes pour qu'on puisse aller les envoyer au front, toute une ségrégation aussi de genre qui se met en place, etc. Et puis, alors, la puissante déflagration de 91, qui là aussi, on sait que ça a été enfin voilà, que ce soulèvement a été réprimé, etc. Mais là aussi, raconté par ces femmes, et puis on sait, et en même temps, je me rends compte qu'on n'avait pas tant accès que ça. On savait quoi, enfin, qu'il se passait des choses, mais on n'avait pas je pense, pris la dimension. Et d'ailleurs, tu le dis à un moment, tu fais un peu d'histoire contrefactuelle. Tu dis euh, qu'est-ce qu'aurait été l'Irak si ce soulèvement avait abouti, c'est-à-dire si les Irakiens s'étaient débarrassés eux-mêmes de Saddam, en fait. Et donc, c'est aussi un exercice d'imagination historique que tu fais, et on se prend à le faire avec toi aussi, mais de voir qu'au contraire, la défaite de 91 est si déterminante dans justement le recul des droits, la division confessionnelle aussi, parce qu'on peut dire que c'est les Américains, mais je crois que quand même c'est très préparé par 91, cette affaire de libanisation, comme ils disent, de l'Irak. Donc voilà, il y a toute cette affaire. Et j'ai aussi voilà, donc je pense que cette contribution-là, elle est importante sur le féminisme de d'État et sur la manière dont on a eu tendance à rigidifier, en fait, à dire, ben voilà, en gros, c'est Nasser, c'est Bourguiba, c'est machin, etc. Mais c'est aussi, je pense, une sorte, un outil comment dire, de chantage et qui marque les sociétés très profondément. L'autre chose que tu travailles beaucoup, c'est bon, tu l'as dit aussi, enfin, c'est aussi, s'il en était besoin, la critique du progrès, quoi, enfin, la critique de la modernité ou de la modernisation. Mais ce que j'aime bien, c'est la manière dont tu le fais aussi avec les mots des débats de chacune des époques, en revenant sur ce que chacun, c'est un peu comme l'affaire de conservatisme, enfin c'est lié à ça, ce que chacun entend par moderne, authentique, conservateur. Donc à chaque fois, enfin, voilà, on fait tourner ces concepts et en les mettant dans la bouche de personnes différentes, on les voit voilà, changer, évoluer, etc. Et voilà. L'autre chose, je vais revenir sur mes affaires, c'est ce qui me touche particulièrement aussi parce que ça fait écho aux travaux que j'essaye de faire de mon côté. C'est cette affaire de territoire et de spatialisation, alors des vies et des révoltes. C'est-à-dire je pense que, enfin, une des manières, comme tu le sais, d'envisager, enfin, pour moi, d'envisager ce qui se passe dans la région en termes de contestation, etc., c'est de sortir peut-être des grands mots que sont liberté, je sais pas, émancipation, démocratie, etc., pour essayer de comprendre à quel point, en réalité, on part de situations de dépossession, d'empêchement, et alors, enfin, c'est absolument, comment dire, obvious quand on voit le cas irakien, à cause peut-être de cette militarisation qui renforce le tout. Parce que ça l'est, par exemple, aussi en Palestine, évidemment, quand on prend des exemples qui peuvent dialoguer entre eux à cause des checkpoints, à cause de. Voilà, mais
au fond, j'ai tendance à penser que l'ensemble de notre Méditerranée du Sud et du monde arabe en général, enfin, on est dans des vies dans lesquelles il y a des checkpoints plus ou moins visibles. Qui sont... Et là, il y a une forme de... Alors, les cartes, on les voit malheureusement pas très bien sur le... Et de toute façon, c'est pas des cartes qui montrent ça, mais les cartes, elles montrent la progressive polarisation confessionnelle de la ville de Bagdad, et c'est déjà important, mais parce que au fond, cette polarisation confessionnelle, elle signifie aussi que les gens bougent plus trop. Hein, si j'ai bien compris, c'est ça que tu dis aussi, c'est que au fond, là aussi, d'une certaine manière, ce que les femmes vivent, c'est juste, enfin, c'est une sorte d'extrémisation de ce que vit tout le monde, de manière donc d'être consigné ou assigné à des espaces qui sont de plus en plus réduits, de plus en plus homogènes. Et donc, voilà, donc là, et donc, je pense que les mouvements de 2015, enfin 2011, 2015, 2018, 2019 disent ça, enfin, on pratique ça même, performe ça, c'est-à-dire une transformation du lien et un retour sur la possibilité d'avoir un espace commun dont ils étaient privés. Et alors, du coup, ça, j'avais pas vu cette photo, moi, en dernier, en dernier lieu, mais elle est hyper intéressante parce que c'est ce que je comprends, enfin, pardon, mais je pose des questions. En fait, c'est des communautés agricoles. C'est des marais, en fait. Donc, c'est une communauté qui a Ouais, toujours vécu justement dans des îlots autour de l'eau. c'est ça, c'est des îlots. C'est pour ça Voilà. que Ouais. je saisis ce mot-là, parce que c'est intéressant de penser qu'au fond, le militant dont tu as parlé, dont tu m'as aussi parlé tout à l'heure, qui donc agit pour la préservation d'un espace qu'on peut qualifier d'îlot et qui fonctionne en autosuffisance, soit au contraire, enfin, participe de ces mouvements. Alors moi, je trouve intéressant d'articuler les choses ensemble, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des phénomènes d'îlotisation des espaces qui sont destructeurs du lien social et d'autres qui, au contraire, produisent des articulations d'espace qui sont productrices d'alternatives, en fait, tout simplement. Ouais, après, l'Erwar, c'est aussi historiquement, alors même dans l'époque moderne, c'est toujours le lieu où. Donc, l'Erwar, c'est à côté, donc c'est des marais, donc c'est près d'El Basra, d'El Nasriya. Et donc, c'est toujours la population qui, comme je disais, a toujours été considérée comme incivilisée, comme aussi pratiquant une religion obscure. Et aussi la population qui a toujours été perçue comme anti-État et anti-urbanisation, où d'ailleurs tous les révolutionnaires de toutes les époques en Irak se sont cachés, que ce soit dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 70, on avait même des guévaristes cachés dans l'Ahwar. Il y a cette idée que quand on va à Bel Ahwar, on ne nous demande pas d'où on vient, on nous accueille. Donc c'est toute une autre manière aussi d'être et de vivre en fait, Bel Ahwar. Donc l'activisme de Jassem El-Assadi de préserver ça, ça montre aussi que beaucoup de gens le disent aussi dans d'autres contextes, toucher à cette question-là de la préservation de ce mode de vie, c'est aussi ouvrir des possibilités de différents modes de vie, et c'est une question extrêmement radicale, extrêmement radicale. Oui, mais ça veut dire aussi, je pense que dans l'interprétation des slogans et de ce qui s'est passé en 2019, on est sorti d'une forme de nostalgie, enfin tu dis nostalgie peut-être des droits et des choses, mais d'une nostalgie qui était quand même très puissante de l'État irakien comme un État pourvoyeur, enfin tout ce que tu racontes, etc. Ou en tout cas, ce que j'allais dire, une construction d'une alternative enfin d'une forme alternative de vie commune qui repose ni sur un État fort dont on attend tout, ni évidemment sur la solution confessionnelle. Et donc, c'est assez, enfin, moi, je trouve ça assez puissant de penser enfin, d'imaginer avec ces militantes et ces militants une forme en réalité assez nouvelle, enfin, en tout cas qui émerge concrètement dans la difficulté presque, enfin, pragmatiquement de la manière de vivre, d'être empêché, etc. Et qui fait
enfin, qui construit un nouveau vivre ensemble qui est très contemporain, enfin, je ne peux pas dire autrement, très nouveau, et qui allie en fait ces luttes pour préserver des espaces et au contraire d'autres luttes pour ouvrir enfin, et forcer les barrages. Enfin bon, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole parce que là déjà on est au-delà et que j'imagine que vous avez des choses à dire aussi. Messieurs, dames. Ah, Elisabeth. Un, deux. Il y a madame devant, là. Ok. Je voulais profiter de ta présence, Zahra, pour te demander comment ces femmes, tes interlocutrices, te percevaient et comment toi, tu te positionnais dans ta recherche un peu sur ça, s'il te plaît. Alors, j'en parle quand même beaucoup dans le livre, justement, j'étais pas la même personne quand j'ai commencé la recherche. En général, quand on fait une vraie recherche, on en sort complètement changé. Et juste d'entendre des récits de vie d'une centaine de femmes, ça m'a vraiment profondément changé. Et à plein de niveaux. Ce qui était très touchant quand même pour moi, parce que quand même à l'époque où où j'ai commencé cette recherche, il y avait par exemple même mes cousines, mes tantes n'allaient pas dans certains quartiers où moi j'allais pour faire la recherche. Donc Bagdad, était vraiment une ville emmurée, vraiment. C'était difficile d'aller, des fois, un quartier qui était tout près, on passait 3 heures pour pouvoir traverser le checkpoint. Donc au contraire, en fait, quand j'allais rencontrer les gens, alors j'étais toujours introduite par quelqu'un. J'ai utilisé les différentes facettes de mon identité. Alors par exemple, j'ai utilisé pour accéder au milieu islamiste, j'ai utilisé le côté islamiste de mon père. Pour accéder à d'autres milieux, donc j'ai utilisé le côté communiste aussi de la famille de mon père. Donc parce que c'est ça, en Irak, c'est une société tellement multiple, tellement complexe. Dans chaque foyer, on a un communiste, on a un islamiste, on a un nationaliste, on a toutes les déclinaisons d'idéologie politique dans un même foyer. Et donc j'utilisais différentes facettes. Quand j'étais au Kurdistan, par exemple, c'était beaucoup plus facile de dire que je venais de la diaspora, des exilés. Par exemple, de dire non, mais je suis arabe, oui, mais ma famille, on a des shuhada, nous, on était contre Saddam. C'était ma manière d'entrer, de commencer la conversation avec les militants kurdes pour qui c'était pour beaucoup, il n'y avait pas vraiment de critique de l'invasion, pas du tout, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs. Donc j'ai vraiment utilisé ça, mais j'étais vraiment toujours agréablement surprise parce que d'ailleurs les gens étaient toujours choqués de me voir circuler dans différents espaces et toujours tellement disponible. Toujours tellement disponible. Alors, il y a eu quand même des moments, par exemple, des femmes d'un certain âge beaucoup d'entre elles ont vécu la torture. Beaucoup d'entre elles, pour celles, par exemple, que j'interroge, qui ont dû quitter l'Irak, qui sont revenues, des fois, justement, mettre l'enregistreur. Moi, j'étais très claire sur le fait que voilà, c'est aussi une recherche, etc. Des fois, il y avait des petites hésitations. Donc, ça dépend vraiment. Je pense que ça, c'était vraiment aussi. Il fallait vraiment aussi participer, bâtir une relation de confiance. Mais de manière générale, il y avait ce sentiment que les femmes avaient besoin de parler en fait. C'est-à-dire, j'avais même pas cette question chez nous les khallat, c'était 5 heures de discussion et puis on m'invite à d'autres choses et c'est pas un terrain. Il a été difficile, pas dans le rapport avec les femmes, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, je suis très, très émue, même maintenant, de beaucoup de militantes qui suivent mes travaux, qui soutiennent parce qu'il y avait personne aussi à l'époque. Il y avait vraiment personne qui faisait ce travail. Il y a plus de gens maintenant d'ailleurs, et même Bardad, voilà, on circule mieux, il y a une vie, il y a plus ou moins de sécurité, si on veut, hein, ça dépend comment on définit ça, mais j'avais vraiment ce sentiment qu'on avait besoin de parler. Et aussi, moi, je disais, voilà, je fais une thèse donc, en France, donc cette idée qu'en plus, ça va être accessible en dehors de l'Irak, que ces histoires, elles allaient être racontées
en dehors de l'Irak, c'est vraiment quelque chose aussi qui, je pense, a beaucoup aidé. Et ouais, je pense le seul regret, en fait, de ces femmes, c'est que je n'ai pas utilisé leur vrai nom parce que pour des raisons éthiques, pour des raisons aussi à l'époque. Et puis voilà, c'est tout ce truc de la recherche où il faut anonymiser. Mais quelque part, c'est dommage et ça déçoit beaucoup de femmes parce que c'est des histoires quand même extraordinaires, des histoires de personnes qui ont été doublement exilées, de femmes, par exemple, qui sont allées au Yémen, rejoindre la résistance, de personnes qui sont allées justement au Kurdistan à l'époque de la résistance contre Saddam, des histoires vraiment de vie extraordinaires. Ouais, qui sont, ouais, vraiment. Alors, j'ai eu des bonnes surprises, juste pour donner une anecdote qui m'a fait très, très plaisir, c'est que quand il y a une des personnes vraiment centrales dans ce livre, qui est une des figures, vraiment une des figures du mouvement des femmes en Irak, qui m'a dit que le pseudonyme que j'ai utilisé, qui est le nom, il ne faut pas que je dise, mais bon, vous ne connaissez pas le nom de ma tante, donc ce n'est pas grave, qui est le nom de ma tante, d'une de mes tantes préférées, et son deuxième nom. Et quand elle a lu le livre, elle a dit « j'étais tellement contente que tu m'aies appelée comme ça parce que c'est le nom qu'elle préfère en fait. » Donc il y a quand même de bonnes surprises, mais c'était pas, encore une fois, j'étais toujours très émue de l'ouverture, de la volonté de parler. C'était plus vraiment le challenge vraiment de la vie quotidienne à Bagdad qui était très difficile à cette époque. Ouais, une seconde, je me rends compte que je ne sais pas demander, mais à un moment, si tu peux parler des archives et de ce que tu vas en faire, ça m'intéresserait, mais on va laisser la parole. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présentation. J'ai aussi 2 questions, dont l'une est peut-être en relation avec ce qu'on a déjà discuté aussi lors du colloque. Ton livre s'appelle « Femmes et genre ». Et je voudrais savoir quand est-ce que ce terme de genre est pour la première fois apparu en fait en Irak et pourquoi tu as choisi de le mettre dans ton titre. Et une deuxième question, j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur cette ONGisation de la question des femmes, parce que dans les travaux de Gilles de Ransoro et aussi Adam Bashko sur son livre sur les tribunaux en Afghanistan, où il a insisté sur le fait que cette question des femmes a été pour beaucoup importée aussi par les ONG américaines ou autres. Et donc, je voulais savoir quel est l'impact en fait de cette question aussi en Irak. Alors, de toute façon, c'est vraiment lié aussi. Alors, c'est intéressant parce que justement, quand est-ce que le terme gender a commencé à apparaître en Irak? Je l'ai documenté d'ailleurs parce que c'était d'ailleurs, même avant l'invasion, c'était un programme onusien. C'était à l'époque de Saddam, à l'époque où il y avait justement l'union non pas l'union, Ittihad al-Nisa, Ittihad al-Am, les Nisa al-Iraq. Donc, c'est comment on dit en français, voilà, l'union générale, ouais, merci. Donc, qui donnait justement des trainings, donc des formations de gender. Voilà, donc le terme a commencé, je dirais même avant. Mais effectivement, je veux dire, on sait tous que l'invasion a été en partie justifiée par cette idée donc d'amener la démocratie et de libérer les femmes. Donc il y a toute une propagande. Et pour poursuivre cette propagande, il y a eu des millions de dollars mis dans ce qu'on appelle la promotion de la société civile et notamment dans les organisations de femmes. Et ça, vraiment, je l'analyse beaucoup dans le livre, comment l'imposition de ces agendas onusiens, américains, a été gérée, reçue par les militantes. Mais en fait, au début, moi, je venais justement vraiment très, très critique par rapport à ça. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là? Donc ce gender mainstreaming, on sait très très bien, ça a commencé dans les années 90 après Oslo en Palestine, blablabla. Et en réalité, après, quand justement j'ai assisté au meeting, j'ai assisté au training, je me suis vraiment rendu compte que les femmes se sont complètement réappropriées ces termes et qu'elles prennent des financements, même américains s'il faut, pour faire ce qu'elles veulent aussi. Et que bien sûr, l'ONGisation a eu un impact d'uniformisation, mais des fois, justement, cette uniformisation est intéressante parce qu'elle ouvre aussi des fois, elle impose des débats à des groupes qui n'aimeraient pas avoir ces débats. Et elle a permis aussi des fois justement l'utilisation d'un certain langage entre des groupes qui étaient, je veux dire, l'espace des ONG en Irak, c'était aussi, surtout pendant donc la guerre confessionnelle, un des rares espaces qui n'était pas confessionnalisé. Donc,
être dans cet espace, ça a été important pour beaucoup d'organisations de femmes. Donc, je montre vraiment que ça a été une question beaucoup plus de négociation, que ce n'est pas juste des choses qui sont imposées, que ça a été réapproprié. Maintenant, la question du genre et pourquoi c'est femmes et genre, c'est que, évidemment, je m'intéresse aux femmes, elles sont les actrices centrales, le cœur du livre, mais le genre, c'est pas que les femmes, évidemment. Si justement c'était un livre sur le genre, que le genre, où le genre et non les femmes, ça aurait été sur les rapports, les normes de genre, donc les questions de masculinité, de féminité dont je parle. Donc c'est un livre sur les deux, mais dont les actrices principales sont les femmes. Et aujourd'hui, j'ai une approche genrée, féministes des mouvements sociaux qui sont des mouvements de tout genre, de tout genre avec un S, que ce soit classe sociale, que ce soit de tout genre et de toute sexualité. Donc avoir une approche genrée, c'est pas forcément regarder les femmes, mais c'est regarder justement ces systèmes de pouvoir et où on se situe dans ces systèmes de pouvoir et comment les questions de masculinité, de féminité, de sexualité sont centrales dans la définition, la négociation, l'expérience aussi de ces systèmes de pouvoir. Merci, Zahra. Euh, euh, J'avais toujours l'impression, hypothèse qui peut être un peu naïve, voire pour son poste, que les femmes dans le monde arabe sont arrivées, ont réussi à dépasser leurs différences idéologiques, etc. Dans leur société. Pendant les révolutions arabes, on a constaté, peut-être dans les images, les femmes qui ont des, comment dire, different ideologies, qui marchent ensemble. Alors, ma question, j'aimerais savoir, est-ce que vous constatez des moments, des débats, des discussions entre des femmes irakiennes et comment elles avaient à arriver à consensus ou des compromis entre elles? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des leçons générales ou transversales qu'on peut utiliser pour améliorer notre capacité à débattre? Merci. شكرا يعطيك العافية. Allah yafik. Il y a plusieurs choses à dire. Alors justement, ça me permet aussi de jumper sur la question des nouvelles générations. Parce que je dis justement que, alors, à mon avis, les soulèvements, cette notion de Madani, c'est cette notion qui vraiment rassemble, je pense. Parce que dans le Madani, on a des gens aussi de tous bords, enfin, des gens qui parlent de Madani, ça peut être des gens de différentes idéologies, de différentes confessions, mais qui sont tous d'accord sur le fait qu'on veut vivre en paix, on en a marre du militarisme, on veut vivre aussi dans un espace public commun, on veut partager cet espace public. Celui qui considère que, par exemple, je ne sais pas, la pratique religieuse extrêmement centrale dans sa vie a toute sa place. Celui qui considère que cette pratique, elle n'est pas centrale, cette personne a aussi toute sa place. Celui qui considère que le plus important, c'est la lutte des classes, a sa place. Et celles et ceux qui considèrent que le plus important, c'est les questions, par exemple, de liberté de tenue vestimentaire, d'avoir des cheveux bouclés, parce que c'était aussi un slogan de Thawra Teshrin, a aussi toute sa place en fait. Donc c'est vraiment aussi, je pense que ces mobilisations ont aussi vraiment brouillé les frontières de tous ces niveaux, donc idéologiques, etc., du social et du politique, mettre du social dans le politique, du politique dans le social. Donc ça se passe vraiment. Et évidemment, les femmes en particulier, parce qu'on parle de la marge justement, de celles qui sont vraiment le plus affectées par toutes ces différentes normes pour vivre dans l'espace urbain. Et justement, les nouvelles générations, là où j'ai trouvé ça assez
assez fort avec le soulèvement d'octobre 2019, la donne, ce qui a rendu possible d'ailleurs, ce qui a fait du soulèvement de 2019, Thawrat Tashrin, ce qui a fait qu'on est, c'est devenu quelque chose d'un soulèvement général, c'est la présence des femmes de tous les âges, c'est-à-dire des femmes de tous les milieux. C'est ce que d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai aussi documenté à travers tous mes entretiens que j'ai fait avec les manifestants et les manifestantes. C'est je dirais avant, on avait des femmes qui participaient, mais c'était souvent des femmes d'organisation, des femmes de milieu, on va dire, qui ont déjà une expérience un petit peu militante. Et là, on a les femmes en général, que ce soit la mère ou donc la mère au foyer, ou la femme qui travaille, موظف الحكومية, qui travaille, qui est employée, donc employée de l'État, l'étudiante, et cette présence-là, et aussi les discussions qui se sont... Il y avait tellement de discussions sur Sahat el-Tahrir, Sahat el-Haboubi, Ben Nasriya, dans toutes les grandes Sahat des grandes villes, notamment dans le sud. Je pense que ça a aussi permis aux femmes et aux militantes en particulier de sortir de la zone de confort ONGisée, où on parle d'une certaine manière. Il y a même, je veux dire, quelque chose qui est très central, et j'écris quelque chose là-dessus en ce moment, même sur les manières aussi, et ça c'est quelque chose, je pense que tous ceux qui ont suivi les soulèvements arabes peuvent vraiment relate to it, c'est par exemple même le fait d'être vulgaire, d'utiliser des mots qui ne sont pas politiquement corrects, de parler comme on veut, d'être aussi des fois agressif quand on a envie de répondre à quelqu'un. Moi j'ai beaucoup vu, alors j'ai vraiment, c'est très intéressant, j'ai vu par exemple des femmes d'organisation, donc des femmes aussi de bien rangées, essayer de remettre à leur place des jeunes filles qui postaient des choses sur les réseaux sociaux, qui disaient des choses qu'on ne dit pas, et puis voir aussi la résistance de cette nouvelle génération qui dit non, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que j'ai envie de parler, j'ai pas envie d'être calme, par exemple, j'ai envie d'exprimer ma rage. Donc il y a tout ça qui se passe, qui s'est passé, et qui, je pense, est extrêmement positif. Excusez-moi. Juste, il y a des questions sur Zoom, mais si vous voulez peut-être poser la vôtre. Merci. Moi, j'ai juste une question rapide parce que tu as un petit peu expliqué ce que tu entendais par l'aspect genre dans le livre. Et je me demandais s'il y avait une place pour tout ce qui est question LGBTQI+, ou si c'est un terrain sur lequel tu t'avances pas parce que soit on peut pas tout traiter et que c'est une autre porte, ou si un peu comme ce que tu disais par rapport à le fait qu'on n'ait pas forcément le temps de se poser ces questions-là parce qu'il y a d'autres luttes prioritaires. Merci. Alors, il y a deux questions de la même personne, Madame Inès E. Alors, elle pose une question sur votre vécu pendant le recueil des témoignages. Est-ce que vous avez été inquiété, harcelé, ou est-ce que c'était difficile de suivre les manifestations dans votre travail? Et puis alors, ensuite, est-ce que c'était facile de se déplacer ou de rencontrer des gens? Et est-ce qu'il faut des autorisations? Est-ce que c'était plus facile pour vous en tant qu'Irakienne d'entrer dans certaines zones? Et est-ce que ça poserait les mêmes difficultés à des chercheurs ou chercheuses étrangères, ou il faut des demandes d'autorisation? Comment ça se passe? Alors, sur la question justement des sexualités, alors il y a par exemple Jama'iyat Hurriyat al-Mar'a qui travaille justement sur la question de l'homophobie. Et après, c'est vrai que il y a eu une discussion notamment à cause d'une déclaration de Murtada Sadar, par exemple, sur cette question-là. Il y avait une discussion là-dessus parce que, alors, juste pour donner un exemple, on est arrêté, surtout à l'époque, moins aujourd'hui, mais on est arrêté, par exemple, dans un checkpoint, en particulier donc à l'époque de 2006-2007. Alors, par exemple, quand on n'est pas habillé de manière correcte, quand on est une femme, c'est-à-dire correcte, c'est-à-dire au sens extrêmement normé et extrêmement hétéronormé, justement, extrêmement hétéronormé, et l'hétéronormativité, c'est quelque chose qui définit entièrement aussi la vie des hommes, complètement.
Donc, on est aussi arrêté à un checkpoint parce qu'on a des cheveux longs quand on est un garçon ou parce qu'on porte. Alors, il y a toute cette discussion autour des skinny jeans, par exemple. Voilà, on se fait arrêter parce qu'on est un garçon, qu'on porte un skinny jeans, par exemple. Donc, ouais, cette question, elle est là, mais après, au niveau de l'activisme et au niveau de. C'est extrêmement difficile d'aller très, très loin dans les demandes. Mais vraiment, la question de l'homophobie, il y a eu cette discussion autour de. Parce qu'il y a évidemment des violences. De la même manière qu'il y a des femmes tuées par les violences domestiques et les violences familiales et les violences générales. Et il y a aussi toutes les personnes qui ne sont pas conformes à cette hétéronormativité aussi. Il y a eu beaucoup de victimes, effectivement. Et justement, quand c'est des cas comme ça, il y a eu des déclarations politiques pour dire, qui ont fait beaucoup débat, justement, pour dire que voilà, faut laisser la place aux gens de se vêtir comme ils veulent, etc. Mais c'est là vraiment où je dis que parler des questions de sexualité, des questions de genre, c'est toucher la chose qui vraiment dénoue, qui est au cœur de tout. Je veux dire, le discours de répression de Thawret Tishrin et d'ailleurs de pratiquement tous les soulèvements est toujours axé là-dessus. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font la promotion de l'homosexualité. Ce sont des gens qui viennent amener des normes qui sont contre notre société. C'est-à-dire que le discours de répression est un discours vraiment qui donne une place centrale aux questions de sexualité. Qu'est-ce qui se passe sous les tentes? Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, dans ma famille, la première chose quand je disais que je faisais du terrain, quand j'étais Psahat et Tahres, mais apparemment, il y a des jeunes femmes qui dorment sous les tentes. C'était le sujet par excellence qui permettait et qui permet encore vraiment de réprimer, de stigmatiser. Ouais. Ça, et aussi de dire qu'on est sohyonine, qu'on est des sionistes. Voilà. C'est les deux choses. Ce sont des agents d'Israël et ce sont des homosexuels. Voilà, c'est les deux des dépravés. Voilà, ce sont les deux manières de tuer des mouvements, d'utiliser ce discours-là. Et oui, et sur le terrain, alors je conclurai là-dessus. Alors, je pense que je sais pas. Alors, il y a beaucoup. Je parle de la différence entre le terrain au Kurdistan, par exemple, où je sentais vraiment qu'il y a des limites parce que justement la langue kurde et que j'étais perçue comme quelqu'un d'arabe qui vient interroger des femmes en arabe. Donc là, je trouve que c'était important pour moi aussi de me questionner sur ma positionnalité et que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour moi d'utiliser des travaux de féministes kurdes plutôt que d'essayer de travailler là-bas. Je trouvais que c'était beaucoup plus aussi respectueux. Et maintenant, j'ai utilisé, c'est vrai que le fait d'avoir un passeport irakien, d'avoir aussi une carte d'identité, notamment dans les régions du Sud, où je viens d'un quartier qui est, c'est-à-dire que comment on sait qui je suis confessionnellement, on regarde mon quartier d'origine. Et le fait que le quartier d'origine était un quartier confessionnel donné, me facilite beaucoup les choses pour entrer dans les régions du Sud. Et c'est aussi, et pour être honnête, une des raisons pour laquelle je ne vais pas trop dans d'autres régions. Je pourrais, ce n'est pas du tout impossible, mais c'est juste que j'ai accès à beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile pour moi de circuler dans les régions où ma carte d'identité est considérée comme la bonne. Voilà. Merci beaucoup, Zahra. Merci à vous tous. Et puis, je crois que là, il est temps de continuer, de reprendre une vie normale.